Le sujet de ma présentation aujourd'hui sera de revoir de manière non exhaustive une sorte de zigzag dans différentes problématiques fréquentes et de questions itératives que nous avons eues ces derniers mois. Et d'emblée, je vous dirais que pour certains d'entre elles, nous n'avons toujours pas de réponse. La dernière fois que j'étais dans cet auditoire, c'était le 28 janvier 2020. Les distances sociales étaient un peu différentes, je dois le dire. Et puis j'avais commencé avec cette diapositive qui parlait éventuellement d'avoir un nouveau virus qui va émerger du monde animal. Et maintenant je crois que ce qui est clair, c'est une certitude. En juin 2020, ce virus fait partie des virus qu'on doit considérer comme humains. Il est définitivement installé dans l'espèce humaine et ce n'est absolument plus une zoonose. On fait partie du 5e virus corona qui va infecter les humains ces prochains mois, ces prochaines années, ces prochaines décennies, sauf miracle qui est peu probable. On entend souvent dire qu'il faut se préparer pour la rentrée, une seconde vague. Cette phrase, je crois qu'il n'y a pas de rentrée, le virus circule toujours, il n'est pas sorti. Nous ne devons pas avoir de seconde vague. Cette idée de se préparer pour une seconde vague, c'est une préparation qu'on doit avoir immédiatement maintenant pour ne pas avoir de seconde vague. Et puis, en filigrane, on devra se préparer pour cet hiver aux autres virus respiratoires également qui vont perturber le tableau clinique et les décisions que nous devrons prendre. Alors, pour répondre à ces questions, plusieurs études ont été faites, en particulier ici aux HUG. J'aimerais souligner 2 ou 3 d'entre elles, en particulier celle-ci du groupe de Idriss Guessous, conduite par Silvia Stringini, qui a démontré que en fond, après cette première vague de Covid qui a eu lieu entre février et avril de cette année, seuls 10% de la population à Genève, qui était un des endroits les plus impactés de Suisse, est séropositive pour le virus, donc a été exposée pour le virus. C'est un chiffre maintenant qui est rentré dans la tradition, que tout le monde a ingéré. Fallait-il encore le faire? Et ça a été fait à travers de la population genevoise dans des échantillons représentatifs. Quand on dit 10%, il faut quand même avoir en tête qu'il y a des différences énormes. Si vous prenez les petits-enfants de 0 à 10 ans, vous aurez une prévalence beaucoup plus faible. Et puis, dans des populations particulièrement exposées, vous pouvez avoir des expositions qui sont plus importantes. Donc, c'est hétérogène à l'intérieur des populations, mais ce chiffre de 10% est un guide. Au début d'épidémie, si j'avais été en janvier 2020, j'aurais peut-être dit qu'on espérait 30-40% après une première vague. Ce n'est absolument pas le cas. Ces estimations nous ont permis également d'estimer la mortalité, le taux de mortalité associé à l'infection, et on arrive à des chiffres qui, sous un certain angle, justifient probablement une grande partie des décisions qui ont été prises ces derniers mois. On arrive à une mortalité pour Genève estimée sur la base de la séroprévalence du nombre de cas observés de la population de 0,64%. Vous voyez que c'est nettement plus que ce qu'on a pour la grippe, qui est inférieure à 0,1% en général, voire même nettement inférieure parfois selon les années. Et puis surtout, dans cette population de 65 ans, on arrive à des mortalités associées à l'infection qui sont de l'ordre de 5%, ce qui est un chiffre évidemment bien trop important pour une infection. Évidemment, ceci va aussi dépendre de la population et cette mortalité est nettement plus importante également dans certains centres, par exemple dans les EMS, que dans la population générale. On parle d'excès de mortalité, ce qu'on fait chaque année pendant les périodes de grippe, par exemple. Vous avez ici un exemple, c'est la mortalité que l'on attend en général pendant cette période, avec un excès ici qui est dû au Covid cette année et qui ressemble furieusement à ce qu'on observe avec la grippe d'année en année. On a parfois, dans certaines épidémies de grippe assez sévères, le même type de pic d'excès de mortalité. Cet excès de mortalité est dû à l'infection, mais aussi dû au qu'on ne touche pas seulement un individu, il touche la société en entier et on est bien placé pour l'avoir compris ces derniers mois. Alors sur la base de ces pics qui sont similaires à ceux de la grippe, certains disent que ça, comme une grippe, le Covid a tué comme une grippe. Il y a quand même un élément fondamental qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'on n'a jamais confiné pour une grippe quand on voit arriver un pic de ce genre-là. Et donc, s'il n'y avait rien eu, il est fort à parier que ce pic n'aurait fait qu'augmenter. Et puis, il y a les conséquences collatérales qui sont pour l'instant difficiles à évaluer. 2 ou 3 exemples ici. Par exemple, le nombre de procédures pour des investigations neurologiques qui ont été faites aux États-Unis pendant la crise ou le nombre de jeunes enfants qui ont
consulter des centres d'urgence en Italie. Donc au-delà de l'infection elle-même, il y a des répercussions multiples collatérales. Alors comment contrôler mieux maintenant? Il y a des mesures à respecter, on ne va pas les annoncer ici. Il est clair que ces derniers jours et ces dernières semaines, on observe ce qu'on appelle trop communément des super spreaders qui disséminent l'infection éventuellement dans une discothèque ou autre. J'aime mieux parler d'événements de super spreaders qui en fait reflètent plus le fait qu'on est dans un endroit confiné, dans un endroit à risque, plutôt qu'on a affaire à des individus qui se comporteraient comme des bombes biologiques. Donc il faut absolument éviter ces situations à risque. Pour ceci, tout ceci, vous en avez déjà entendu parler et reparler. Mais le point que j'aimerais souligner, c'est qu'enfin, depuis la semaine passée, le coût du dépistage est pris en charge par les autorités de santé. Maintenant, ce dépistage est accessible à tous, quelle que soit la situation dès l'instant où vous avez des symptômes. Pour les personnes asymptomatiques, ce dépistage va rester gratuit uniquement si vous êtes informé par l'application Suisse Covid que vous avez été en contact ou sur décision du médecin cantonal en cas de situation particulière. Il ne sera pas pris en charge si c'est sur demande de l'employeur ou demande personnelle, par exemple, pour un voyage. Néanmoins, c'est un progrès considérable. Et actuellement, vous voyez que le nombre de tests qui est effectué en Suisse est plus important que ce qui a été fait au pic de l'épidémie et continue d'augmenter ces derniers jours. On fait plus de 10 000 tests par jour en Suisse de dépistage. Alors quand on teste, évidemment qu'il faudrait cibler. On estime que pour être prêt en Suisse, il faudrait une capacité de test de 25 000. On est loin d'être tout à fait prêt, et en particulier en termes de distribution de réactifs. La première cible, évidemment, ça devrait être aussi les EMS et les zones de santé. Il a été décidé également de ne pas tester les enfants de moins de 12 ans. C'est une décision qui est grévée d'incertitude, d'où également le titre de ma présentation, puisque, vous le verrez par la suite, ces enfants peuvent aussi porter du virus. Et puis, une des grosses questions qu'on voit et qu'on revoit, c'est le rôle des présymptomatiques et même des personnes asymptomatiques. Sont-elles capables de transmettre la maladie ? Je fais partie de ceux qui sont convaincus que dans la phase présymptomatique, on peut être vecteur et transmettre. Le rôle des personnes totalement asymptomatiques reste une question en suspens. Néanmoins, si on se cible sur les personnes que je vous ai montrées tout à l'heure, les symptomatiques, symptomatiques avec peu de symptômes, etc., on a démontré qu'on arrivera à contrôler l'épidémie. Donc c'est plus peut-être une question philosophique qu'une question réelle de santé publique. Où et comment? Pour l'instant, sur Genève, par exemple, le seul endroit où on teste, c'est ici aux HUG. J'espère que ça va se débloquer ces prochains jours en fonction des nouvelles règles de remboursement. Il faudrait des centres dédiés qui nous manquent probablement sur le canton, par exemple sur la rive droite. Les médecins praticiens, lorsqu'ils pratiquent ce test, sont remboursés de l'ordre de 50 francs. Quand vous imaginez tout ce qu'il faut faire, se préparer, se protéger, etc., est-ce que c'est suffisant? C'est une question en suspens. Et puis la question pourrait se poser également de faire des autoprélèvements à la maison pour faciliter ce type de testing. Quand on parle de testing, il faut bien comprendre aussi la cinétique de l'infection virale et comprendre comment on excrète le virus, dans quelles conditions, etc. Et là, on a quand même beaucoup appris ces derniers mois, on a beaucoup de certitudes à cet égard. Tout d'abord, la détection de l'ARN se fait de manière semi-quantitative et j'enclin que tout laboratoire devrait donner ses résultats semi-quantitatifs, ce qui est loin d'être le cas. Simplement positif, négatif pose des problèmes d'interprétation, en particulier au décours des infections. Le plus souvent, on porte le virus une vingtaine de jours, c'est quelque chose de très classique, mais on peut se prolonger plus de 45 jours. C'est aussi une observation fréquente à des taux de charge virale qui sont extrêmement faibles. Et puis pour les personnes très malades, il y a une corrélation très claire avec des charges virales plus élevées et une excrétion qui est aussi plus prolongée. En général, on ne retrouve pas de virus infectieux au bout de 10 jours après l'infection, quelle que soit la positivité ici en PCR. Et si la valeur CT, cette charge virale approximative que les laboratoires peuvent vous donner, est supérieure à 32, en général, il est impossible de retrouver du virus infectieux par nos tests qui sont une façon indirecte de mesurer l'infectiosité des personnes. Et puis, point important, dans une étude effectuée ici par Arnaud Lullier et Isabella Eckerlé,
on a pu également démontrer que finalement la charge virale chez les enfants qui sont peu susceptibles de transmettre la maladie ou d'être infectés, et finalement quand ils sont infectés, tout à fait similaire à celle des adultes, et il est tout aussi facile chez ces enfants également de retrouver du virus infectieux par nos tests de laboratoire. Il y a d'autres sites qui peuvent porter le virus, c'est aussi quelque chose qu'on a appris ces derniers mois, en particulier au niveau du tractus gastro-intestinal, on peut retrouver du virus. Par contre, on le retrouve surtout par PCR et rarement on l'a retrouvé infectieux. On n'a que des case reports anecdotiques pour ceci, mais c'est quand même quelque chose qu'il faudra surveiller. En particulier, explique peut-être le nombre de patients qui peuvent présenter des troubles gastro-intestinaux. Le rôle de la radiologie. Ce qu'on a observé et appris également ces derniers mois, c'est qu'un certain nombre de personnes peuvent se présenter avec des tests de dépistage qui sont négatifs et que présomptifs, en particulier si la prévalence de maladie est élevée, et même en l'absence de symptômes du tractus respiratoire inférieur. Et ça, c'est quelque chose qu'on a découvert. Est-ce que c'est vrai pour d'autres virus respiratoires? On ne le sait pas parce que peu de virus ont été disséqués et investigués de cette manière. On a des images également qui pourraient être suggestives plus que d'autres de l'infection. Et puis, point important, il y a peu de corrélation entre l'image radiologique et la clinique, quand bien même cette radiologie est très sensible. Donc la radiologie dans certaines situations, et c'est peut-être aussi quelque chose qu'on va réviser, de faire plus souvent, pourrait être une aide diagnostique de présomption en cas de suspicion forte et non confirmée par PCR, et puis évidemment en association avec la sérologie. Donc c'est l'occasion également de voir ce qu'on a appris concernant la sérologie et d'essayer de cadrer 2 ou 3 points. Les sérologies fiables qu'on utilise visent surtout les IgG, voire les IgG totaux. Elles ciblent différentes protéines. Ce n'est pas tout à fait un détail parce que ça permet également de faire des algorithmes cohérents pour aller confirmer une infection lorsqu'on a un doute. La séroconversion est fiable et détectable après 3 semaines. Dans les 10 premiers jours, il est parfois difficile de trouver des anticorps et d'avoir une réponse par sérologie. On a disponibilité des IgA et des IgM. Ces tests ont des limites et actuellement on ne recommande pas d'utiliser ces tests parce qu'il n'y a quand même pas simplement de faux positifs avec les IgA. Et les IgM probablement restent positifs également plusieurs semaines, les IgA aussi, et perturbent notre interprétation. Il y a une performance variable des tests, mais ça il fallait s'y attendre, c'est une habitude en microbiologie. Mais on a donc besoin d'algorithmes et de tests de confirmation. Et il est important pour chaque laboratoire qui pratique ces sérologies, qui sont maintenant remboursées depuis quelques jours, d'avoir également une compétence pour aider à l'interprétation. Et puis évidemment, ce dont on s'aperçoit, c'est qu'on commence à faire des centaines et des milliers de tests dans des populations où la séroprévalence ou l'incidence de la maladie est très faible, et ceci a un impact direct sur les valeurs prédictives de nos tests, et c'est quelque chose que vous devez toujours avoir en tête lorsqu'on interprète ces tests. Alors que reste-t-il à faire dès ce jour, j'allais dire, en termes de santé publique? Je crois qu'on a besoin de plus de campagnes d'information. Nous avons pris du retard à cet égard. La semaine passée, beaucoup de choses ont changé, heureusement, mais pour que la population sache quand et comment se faire tester, dans quel lieu et pourquoi. Le dépistage doit être gratuit, quelle que soit la situation. C'est enfin acquis. Multiplier les lieux de dépistage, c'est une faiblesse actuellement dans certaines régions de Suisse, et le rôle des praticiens reste aussi à mieux définir, et leur participation serait extrêmement bienvenue, et pour ceci, il faut clairement les aider. Et puis évidemment, il faut apprendre à vivre avec ce virus pour se retrouver dans des situations que l'on n'aimerait pas revivre. Vous avez ici une carte de ce qui étaient les trafics aériens en avril ou mars 2020. Vous avez ici le 1er avril 2020 sur l'Europe. Pas besoin d'explications supplémentaires pour expliquer l'impact du confinement. Et puis, cette restriction de voyage est à mettre en parallèle avec ce qui s'est passé par exemple dans certains pays. Ici, c'est un exemple sur les UK où il y a eu du séquençage systématique des personnes qui ont été détectées. On a pu estimer qu'il y a eu à peu près 1350 personnes
qui ont débarqué en Angleterre, provenant de pays déjà infectés. Vous avez ici les différentes vagues provenant soit d'Italie, soit d'Espagne, soit de France, etc. Donc il est clair que les restrictions de voyage ont un impact majeur pour contrôler l'épidémie. Et ça, c'est une photo de ce qui s'est passé ce week-end au sud de l'Angleterre après le lever des mesures d'isolement. Et clairement, quand je dis qu'est-ce qu'on doit faire, probablement on doit éviter ici. Le seul point positif, c'est que c'est dehors, c'est pas dans un endroit fermé. Néanmoins, vous comprenez mon message ici. Qu'avons-nous appris maintenant, si je change de sujet, en termes de pathogénèse? Alors, ce qu'on a mis en évidence, c'est quand même un certain nombre de patients, un grand nombre de patients, en particulier lorsqu'ils se présentent de manière sévère. On peut détecter du virus également dans le sang. Il est difficile de dire si c'est vraiment du virus totalement infectieux, mais on a la certitude que ce virus peut aussi en partie se disséminer dans l'organisme. Environ 15% des patients sévères avec des valeurs CT quand même faibles, donc des virémies faibles. Il y a un tropisme potentiel pour de multiples organes. Le récepteur du virus est ubiquitaire, se retrouve dans différents organes, et donc il y a une possibilité conceptuelle, et même plus que conceptuelle, que le virus puisse se loger dans d'autres sites que le poumon. On a également appris qu'il y a une dérégulation de la réponse immune, comme on s'attend avec toute infection sévère, évidemment. Le point important, probablement, au-delà de la tempête cytokinique, qui, il faut bien le reconnaître, parfois est difficile à comprendre, puisqu'on vous montre le même type de tempête cytokinique avec des infections bactériennes, avec la grippe ou avec d'autres infections. Mais il y a clairement, chez les patients sévères et qui présentent des complications, une réponse innée et une réponse interféron type 1 et 3 qui semblent déficitaires. Et puis, on pose la question également, est-ce que ce virus pourrait persister à bas bruit dans certains organes ou dans certains sites, à l'abri du système immun? Un point important, me semble-t-il, c'est de bien comprendre ce qui se passe dans le poumon. Et là, je crois qu'on a encore pas mal d'incertitudes. Il est clair qu'au niveau du poumon, il y a un effet cytopathogène viral direct. On peut retrouver donc des cellules multinucléées qui sont infectées. On observe des microtrombies et puis un phénomène d'ARDS plus ou moins classique, comme on l'observe avec d'autres infections. La limite des études pathologiques, qui sont encore trop rares, sont évidemment qu'elles sont la plupart du temps faites chez des patients qui ont été ventilés et qui ont déjà subi les lésions post-ventilation mécanique. Donc il est difficile de détecter ce qui est réellement spécifique à l'infection virale. Il y a des questions et des interrogations encore multiples concernant l'atteinte pulmonaire. En particulier, cette impression que beaucoup de patients peuvent avoir cette phase d'hypoxémie dite silencieuse ou hypoxémie, comme c'est dit par certains. Est-ce que c'est réel ou est-ce que c'est simplement parce qu'on a observé beaucoup plus de patients que d'habitude? Quelle est la physiopathologie là derrière? On a peu de compréhension de la cinétique virale au niveau du respiratoire inférieur. On n'a pas fait beaucoup de lavage broncho-alvéolaire chez ces patients pour des raisons d'abord de biosécurité, mais également chez des patients intubés, c'était problématique. Le rôle de la réponse inflammatoire locale est-elle différente qu'avec d'autres infections virales? Et puis par rapport à la grippe, il y a des différences claires en termes de pneumonie dite virale, où on observe peut-être plus de microthromboses et de lésions endothéliales qu'on observe avec la grippe, qui est parfois associée aussi à des plages de nécrose plus importantes. On a appris également qu'il y avait d'autres complications, ça c'est des certitudes maintenant, des troubles de la coagulation qui ont généré d'autres attitudes thérapeutiques, des myocardites également, des atteintes cutanées beaucoup plus rares, des insuffisances rénales aiguës qui ont été observées avec potentiellement une réplication virale au niveau du rein, des complications neurologiques qui seront abordées plus tard, et puis ce fameux syndrome inflammatoire systémique qui est observé 3 à 4 semaines chez des gens chez qui on ne détecte pas de virus, en particulier des enfants, mais qui ont des sérologies hautement positives et qui ont des atteintes type Kawasaki, Kawasaki-like, avec parfois des complications cardiaques. Et ça, c'est une chose qu'on observe également chez certains jeunes adultes de manière moins bruyante, mais qu'on a pu observer régulièrement ces dernières semaines. Concernant les traitements, je ne vais pas parler des traitements aujourd'hui, il y a des dizaines et des multiples études cliniques en cours. C'est très difficile d'y voir clair, l'incertitude persiste, en particulier lorsqu'on se réfère à des difficultés à avoir des études, et en particulier cette
Épisode impressionnant de 2 études importantes publiées dans les meilleurs journaux qui ont été rétractées récemment. Donc je vous proposerai uniquement de vous référer au meilleur site international que je connaisse concernant les références au traitement, guidé par Thomas Agoritsas, qui a fait un travail absolument phénoménal, aidé de toute une équipe et aussi en particulier de Marie-Céline Zanella, pour avoir un update de ce qui se passe concernant les traitements. Vaccin, c'est évidemment un problème clé, mais avant de parler de vaccin, il faut comprendre est-ce qu'on a des anticorps neutralisants lorsqu'on est infecté naturellement. Ces anticorps neutralisants sont considérés comme un indice de protection. Il y a un corrélat entre ces anticorps mesurés par ELISA et la présence d'anticorps neutralisants. Donc on estime que la majorité des personnes qui vont être infectées vont avoir des anticorps dits neutralisants, donc qui sont capables de tuer le virus, en tout cas in vitro. La vraie question, c'est quelle sera la protection contre une réinfection et quelle sera la durée. Et ça, on n'a pas la réponse pour l'instant. On n'a pas, par contre, observé de cas documentés de réinfection par le SARS-CoV-2 chez des gens qui avaient déjà été exposés. Donc ça, c'est plutôt un signal positif. Ensuite, combien de temps va durer l'immunité ? Chez les macaques, on sait que ça peut être 35 jours. Et pour le reste, pour le SARS-CoV-2, on n'a pas encore la réponse. On est obligé de se référer à d'autres coronavirus humains. Et comme pour beaucoup d'infections, ou comme pour la grippe par exemple, on sait que l'immunité va diminuer au fil du temps et potentiellement, on pourrait être infecté, mais peut-être sans faire de maladie grave, ce qui serait une bonne nouvelle. Il y a 2 grandes études en phase 3 actuellement. Une étude de plus de 30 000 individus aux États-Unis, avec un vaccin de type mRNA encapsulé dans un lipide, donc c'est une sorte d'ARN du virus qui est dans une petite coque de graisse. Il y a 2 ou 3 problèmes ici, c'est que, à ma connaissance, il n'y a encore aucun vaccin de ce type qui a pu être établi sur le marché, donc c'est une technologie nouvelle. Et puis que la réponse immune, pour l'instant, sur les expériences avec la grippe, n'était loin d'être parfaite. Il y a un autre type de vaccins qui sont basés sur un adénovirus. C'est un virus dans lequel on a introduit la glycoprotéine de surface du virus et qui sont testés également en UK surtout. C'est un modèle qui est un peu plus développé, mais à nouveau, on n'a pas de vaccin sur le marché avec ce type de technologie. Donc ce qui est indispensable, c'est bien de faire ces études de phase 3 et surtout en période d'épidémie pour avoir des objectifs cliniques, pas seulement montrer que ça produit des anticorps, ça c'est pas très important, ce qu'on veut savoir c'est si ça produit une protection clinique. Et si un vaccin est disponible, on va avoir beaucoup de questions. Quelle population en priorité vaccinée ? Faudra-t-il faire des sérologies avant vaccination ? Est-ce que ce vaccin va être entre guillemets imposé ? C'est pas une tradition en Suisse. Et puis l'interaction avec les autres coronavirus humains est aussi une question en suspens. Quel sera le rôle de l'immunité préalable et l'effet sur les futures infections ? Est-ce que ça pourrait aggraver certaines infections ? C'est une question théorique, mais qui n'est pas dénuée de sens. Finalement, avant de conclure, la question qui se pose, est-ce qu'on a affaire à un virus stable ? Plus de 40 000 virus ont été séquencés à travers le monde, et probablement encore plus. Et puis ce que j'aimerais montrer, c'est qu'il y a une petite évolution de ce virus. Ce virus va évoluer, mais de manière modeste, mais il évolue. Vous voyez que certains clades, ici qu'on appelle des clades, c'est des familles avec des caractéristiques génétiques très semblables, ont fini par disparaître, d'autres sont apparus à travers le monde, et selon quel endroit dans le monde, on peut plus ou moins deviner quel virus vous aurez. Donc ce virus, il évolue comme attendu, mais les gens y voyagent aussi, donc il y a un mélange qui est énorme. Mais chez un individu donné, le virus évolue et puis est transmis et puis va continuer à être évolué. Il évolue peut-être un peu plus que ce qu'on s'attendait au début, puisqu'il a une activité de correction de ses erreurs, mais au final, elle ne semble pas si importante dans la pratique. C'est quelque chose qu'il faudra encore confirmer. Et puis, la plupart des mutations qui sont observées sont non synonymes. Ça veut dire qu'elles traduisent un changement d'acide aminé. Ça veut dire qu'en général, c'est un signe indirect qu'il pourrait y avoir une évolution du virus. Donc c'est quelque chose qui doit être absolument observé, en particulier si on vient avec des vaccins ou des traitements antiviraux spécifiques. En conclusion, contrôler le virus impose des actions incisives et coordonnées de santé publique. Des progrès notables ont été faits, mais ça a été peut-être un peu long et difficile parfois. Et c'est une responsabilité de chacun.
La pathogénèse de l'atteinte respiratoire, c'est un point essentiel à améliorer puisque ça va peut-être nous aider aussi à mieux diriger nos traitements spécifiques ou anti-inflammatoires. Concernant les traitements dont je n'ai pas parlé, je dirais que seule l'évidence devrait nous évoluer. Les traitements qui ont été mis sur le marché jusqu'à présent étaient des anciens traitements non développés spécifiquement pour le coronavirus. Et j'espère qu'à terme, nous aurons des nouveaux antiviraux et puis peut-être aussi des anticorps monoclonaux qui pourraient peut-être changer la donne. Et puis la question qui va se poser maintenant, c'est la place des combinaisons thérapeutiques et la séquence entre antiviraux ou antiviraux présumés et anti-inflammatoires. Le défi des vaccins, je vous l'ai montré, mais on fait face à un double défi qui est d'une nouvelle technologie et des nouveaux virus. Et puis on a affaire à un virus qui pourrait évoluer. Et puis pour conclure, se rappeler que ce virus n'est pas que l'affaire des médecins, c'est l'affaire de toute une société et que les ramifications d'une pandémie sont bien plus importantes que de se restreindre au monde médical. Voilà, je vous remercie pour votre attention.